Bonjour à tous, merci d'être là en ce deuxième festival en moins d'un an. L'année passée, on a fait le festival au mois de septembre, puis là, cette année, les dates qui devaient être la première année, ça devait être à peu près le 1er juillet, parce qu'on voulait être les premiers à faire un festival du cannabis au Québec. Puis, comme les dates avaient changé, on avait aussi dû changer les dates. Puis, on a fait le festival l'année passée avant même la légalisation, donc c'était au mois de septembre. Ça avait été un franc succès. Cette année, on a rajouté une journée au festival. L'année passée, c'était samedi et dimanche. Et puis, cette année, là, on voulait avoir le vendredi également pour ajouter des conférences. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille le vendredi. C'est probablement pour ça qu'on n'est pas si nombreux. Mais comme ça, on a la chance de rencontrer plus d'intervenants. Cette année, qu'est-ce qui est le fun au festival? On va avoir la chance d'en parler lors des autres tables rondes un peu plus tard aujourd'hui et demain. C'est qu'on a décidé de créer une coopérative de solidarité du cannabis pour se faire une équipe d'expertise conseil dans tous les sujets qui parlent de cannabis, autant le cannabis récréatif, thérapeutique, qu'industriel avec le chanvre, parce qu'on trouve que cette plante-là a été trop longtemps négligée. Depuis la prohibition, on a démonisé énormément cette plante-là, alors qu'elle peut rendre de fiers services autant aux humains qu'à la planète. Donc, on s'est dit, il faut commencer c'est pas nous qui commençons à propager le message, il y a des militants qui le font depuis des années, mais là, avec la légalisation, on trouve que le gouvernement fait ça un peu tout croche, donc on s'est dit aussi bien s'organiser entre nous, entre amateurs, entre cannabinophiles, entre tous ceux qui croient aux vertus et qui veulent propager un peu la bonne nouvelle que cette plante-là, il faut arrêter de la démoniser puis commencer à parler de qu'est-ce qu'elle peut apporter. Surtout, on est rendu en période de crise climatique, on en parle, donc c'est une option qui va, le cannabis et le chanvre, entre autres, qui est du cannabis. Mais on a un spécialiste qui va vous en parler plus longtemps, c'est Sébastien Bellec qui est avec nous aujourd'hui. Sébastien, il est pas loin, il est à Rimouski. Fait que Sébastien, je l'ai rencontré il fait à peu près 2 mois. Il y a une boutique qui s'appelle l'État Frustique, qui est pas loin, mais il s'implique aussi dans le chanvre depuis plusieurs années. Là, plus particulièrement à Asbestos. Donc, je l'invite sans plus tarder à venir nous parler du chanvre industriel et quelles sont les utilités qu'on peut faire avec le chanvre. Et je vous laisse avec Sébastien pour 1 heure, environ 1 heure et quart, dépendant que. Il va y avoir des questions à la fin. Oui, inquiète-toi pas. OK, non, mais merci d'être là, Sébastien. Puis, merci et bon festival. Donc, bonjour, merci d'être là. C'est un peu drôle parce que l'histoire du chanvre a commencé, je vous dirais ici. J'étais avant charpentier menuisier et puis je travaillais avec une entreprise de construction qui est basée à Saint-Mathieu. Et puis on avait rénové la forge, le côté extérieur. Et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à parler de chanvre. Donc on était en 2003 environ. Donc je travaille sur le chanvre depuis 14 ans. Je suis allé en Europe à plusieurs reprises et puis avec le temps, j'ai développé certains produits. Et puis, je vous présente Naturefib. Naturefib est une entreprise qui fabrique de l'isolant à base de fibres de chanvre. L'entreprise est basée à Asbestos parce qu'on a essayé de monter ce projet-là ici dans le Bas-Saint-Laurent, mais très peu de réceptivité de la part de certains fonctionnaires. Donc, à Asbestos, il y a, je dirais, un créneau éco-construction. Donc, ils ont adoré le projet. Et puis, après quelques mois, on a pu le mettre en place assez facilement. Donc, je vais vous parler du chanvre autant au niveau culture qu'au niveau produit. Donc, on va essayer de décortiquer un peu ce qu'est le chanvre, contrairement à de la marijuana, et puis toutes les possibilités de débouchés qu'on peut faire avec le chanvre. Donc, la culture du chanvre a
été réintroduite, dans le fond, en 1998, après une longue période de non-possibilité de culture. Et puis, dans différents pays, comme en Europe ou en Chine, le chanvre est resté actif, la culture du chanvre commercial. Donc, le Canada, aujourd'hui, est le deuxième plus grand producteur de chanvre en termes d'hectarage après la Chine. Et puis, vient l'Europe, la France, par exemple. Aujourd'hui, en 2019, l'Europe a resté passablement dans la même surface, donc 20 000 hectares, alors qu'au Canada, on est passé de 45 000 autour de 55 à 60 000 hectares de culture, surtout pour le volet alimentaire, et puis tranquillement, de plus en plus, là, pour tout ce qui est aspect CBD ou les autres différents cannabinoïdes qu'on y retrouve. Ce qui différencie, dans le fond, le chanvre de la marijuana, c'est carrément le taux de THC. Donc ici, je dirais qu'au Canada, on est à 0,03% de THC, alors qu'en Europe, la réglementation de cette année a diminué à 0,2% de taux de THC dans le chanvre commercial. 0,02, pardon. Oui, 0,2%. Je vous dirais qu'au niveau du chanvre commercial, il y a deux types de cultivars. Vous avez les cultivars monoïques, les cultivars dioïques. Donc, dioïques pour deux plants. Donc, on a des plants mâles séparés des plants femelles. Donc, généralement, on doit obtenir des ratios qui se situent autour de 5% de plants mâles pour 95% de plants femelles. Je vous dirais que la plupart des semenciers canadiens ne respectent pas ce pourcentage-là, ce qui fait que pour les producteurs, il y a quand même une perte au champ. Donc, on est plutôt autour de, je dirais, 40% de plants mâles pour à peu près 60% de plants femelles. Donc, aussitôt que le plant mâle émet son pollen, il se trouve à mourir et puis donc ne donnera pas de graines, ne donnera pas de paille ou très peu de paille. Donc, je dirais que présentement, le gros de la culture au Québec est orienté vers les cultivars qui sont dioïques. Les cultivars monoïques nous proviennent en grande partie de l'Europe, où là, on va retrouver le plant mâle, le plant femelle sur le même plan, et on va avoir, je vous dirais, une homogénéité, une densité aussi plus intéressante. Donc, naturellement, le chanvre est une plante qui est dioïque, mais avec la génétique, on en fait une plante monoïque. Et puis pour la culture, c'est intéressant pour nous, en tout cas pour la paille, de travailler avec ces cultivars-là parce que les rendements aussi peuvent être vraiment intéressants. Il faut faire aussi une différence entre tout ce qui est volet alimentaire, où on va aller chercher, si on veut, des cultivars qui ne seront pas très très hauts pour être capable d'avoir un maximum de fruits, alors que pour nous, vous allez le voir dans les prochaines diapos, on a besoin de paille, donc on veut de la biomasse qui va pousser très très haut en hauteur. Donc l'importance des cultivars, vous voyez à votre gauche un champ de plants dioïques. Tout ce qui est ici sont, près de mon doigt, sont des plants mâles qui sont morts, donc qui ne donneront pas de paille, ne donneront pas de grains. Et puis comme vous remarquez, au niveau du champ, il y a quand même, c'est pas très homogène. Donc il y a des différences de hauteur en fonction, je vous dirais aussi, des percées de soleil qui ont pu pénétrer à l'intérieur du champ. Alors qu'à droite, vous avez un champ qui est d'ordre monoïque, donc des cultivars qui vont pousser plus haut. Et puis là, on va avoir aussi une homogénéité sur la longueur. Donc, beaucoup plus facile à la récolte pour la paille. Et puis, la même chose aussi pour le grain. Un champ comme à gauche, un peu plus difficile à récolter parce qu'on doit jouer avec la table. Et puis à ce moment-là, ça peut quand même chercher à briser, si on veut, la machinerie. Ici, c'est un champ pour vous montrer que les rendements en paille peuvent être intéressants. Donc, on voit un tracteur avec la pelle qui est quand même très, très haute. Donc, on a des plants ici qui font entre 12 et 13 pieds de haut. Et puis, l'idée, c'est d'aller chercher le plus de biomasse à l'hectare. Donc, quand on prend un champ, par exemple, qui est d'ordre dioïque, on va avoir des rendements en paille d'à peu près 1 à 3 tonnes à l'hectare, alors qu'avec des cultivars qui sont monoïques, on peut aller entre 6 à 10 tonnes de rendement en paille. Donc, c'est intéressant parce que pour le producteur, ça lui permet d'avoir des revenus qui sont augmentés par rapport à
des revenus de paille qui sont pas très... je dirais que la paille ne peut pas être achetée non plus à des valeurs aussi importantes que le grain. Donc, le grain se vend plus cher que la paille, mais si on arrive à augmenter les rendements en paille, à ce moment-là, pour le producteur, ça devient intéressant de faire de la paille plutôt que de faire du grain. Si vous avez des questions, on peut peut-être les prendre au fur et à mesure pour peut-être éviter que, comme on a 1 heure devant nous, pour éviter peut-être que les gens oublient, puis qu'à la fin, il y a peut-être une rafale de questions qui soit peut-être plus difficile à répondre. Oui, il y a monsieur, puis après ça, oui, madame. Présentement, ça s'en va. Oui, on travaille. Je dirais qu'à partir de l'an prochain, on va avoir des cultivars européens qui vont nous permettre d'avoir des champs à cette hauteur-là. On va être capable de la défibrer. Donc, présentement, il n'existe qu'une unité de défibrage au Québec. C'est dans le coin de Lavaltrie. Donc, l'usine est en place. Ce sont des équipements qui sont similaires à ce qu'on voit. Ça, c'est des équipements de défibrage beaucoup plus gros. On parle d'investissement ici de l'ordre, je vous dirais, d'à peu près 20 millions de dollars pour avoir une usine de cette ampleur-là. Je vous dirais qu'on n'a pas la capacité de production ni la matière première au Québec pour investir autant que ça. Donc, chez Naturfibre, il y a un volet R&D pour mettre en place des équipements qui vont nous permettre de défibrer la paille à des coûts beaucoup moindres et puis de nous permettre aussi au Québec de développer de petits plans de défibrage en fonction des régions. On sait que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il se cultive quand même passablement de chanvre, mais il y a d'autres régions au Québec où il s'en cultive passablement, et puis les gens le font seulement que pour le grain, donc l'aspect paille n'est pas du tout développé. Donc l'idée, c'est de mettre en place des petits plans de défibrage pour être en mesure d'accommoder, si on veut, les gens directement sur place, parce que pour faire voyager des ballots de paille ronds, par exemple de Trois-Pistoles vers Asbestos, juste en transport, souvent ça va équivaloir à peu près à la moitié du montant de la valeur de la paille. Donc ça devient presque impossible de penser acheminer toute la paille qui vient des régions vers un grand centre directement. Et puis il faut voir ça, un plan de défibrage un peu comme un moulin à scie. Donc l'idée c'est d'acheminer le bois en rondins, et puis après ça, on en fait de la planche, on en fait du 2x4. Et puis par la suite, on donne une deuxième transformation. On vient le planer ou on vient le surtransformer pour arriver à faire du plancher ou autre chose. Son énergie déployée pour faire les fleurs et puis le grain. Donc l'idée, c'est une centaine de jours. Ici, on ne peut pas se permettre de ressemer par la suite parce que le temps ne nous le permet pas. Des pays probablement comme en Afrique où là, on pourrait avoir probablement 2 saisons bien définies. Ici, c'est une saison. Et puis, je vous dirais que ce qui est intéressant à comprendre, c'est que sur l'ensemble du Québec, même si on va très, très haut vers le nord du Québec, on a remarqué que le chanvre pousse très bien. Donc, l'idée, c'est d'avoir des sols qui sont propices. Et puis, à ce moment-là, d'avoir des unités thermiques favorables. Et puis, le chanvre va très, très bien pousser. Oui. Comme exemple, l'Ukraine. Dans le nord de l'Ukraine, dans mon livre, c'est le meilleur chanvre qui est développé au monde pour la qualité de la pluie. Donc, plus c'est nordique, plus la croissance est réduite, meilleur le chanvre est. Oui, à ce niveau-là, je vous dirais que effectivement, en fonction de ce qu'on veut faire comme produit fini, on va aller chercher un cultivar bien précis parce qu'aujourd'hui, juste au Canada, Santé Canada a une cinquantaine de cultivars disponibles. Donc, chaque cultivar ne fait pas le même travail, effectivement. Et puis, à partir de là, si on veut faire du textile, si on veut faire de l'isolant, si on veut faire de l'alimentaire, on va aller chercher le cultivar adapté, obligatoirement. Sinon, je vous dirais que c'est un peu comme le cultivar est vraiment développé en fonction du marché. Donc, si on définit pas le marché au départ, ça donne pas grand-chose de cultiver du chanvre. Je vous dirais que c'est pour ça que depuis 20 ans, 21 ans maintenant qu'on cultive du chanvre au Canada, tout a été axé sur le volet alimentaire, mais personnellement, c'est un marché qui est très risqué. On le voit avec la Lituanie ou d'autres pays où quand le grain se met, où on spécule sur le marché du grain, à ce moment-là, d'autres pays qui ont des coûts de production beaucoup moindres
peuvent venir nous concurrencer directement. Donc, l'idée de la filière alimentaire, c'est une idée intéressante, mais présentement au Québec, on y a accès, ou en Amérique, on n'a accès que sur ce volet-là, et puis c'est une filière qui est, à mon point de vue, extrêmement fragile, parce que si on s'adapte pas, à ce moment-là, cette filière-là, elle est complètement vouée à la compétition des autres pays, sachant que pour un producteur en Ukraine qui peut lui-même détenir un 5-6 milliards d'hectares de culture en payant 300 € par mois ses employés, je dirais qu'il n'y a aucun pays en Amérique qui peut arriver à rivaliser contre ça. Donc l'idée, c'est de s'assurer qu'on soit capable aussi de développer différents produits sur lesquels ces pays-là ne viendront pas nous concurrencer. Donc, je vous disais tantôt, 2500 produits, c'est pour vous dire que, bon, à partir de la plante entière, on peut arriver, on a la filasse, la chènevotte, les feuilles, la graine, donc en décortiquant la plante, on peut arriver à faire beaucoup de produits. Donc ça, c'est des sous-classes de produits, mais je vous dirais que présentement, c'est surtout les pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est qui développent le chanvre, je vous dirais, sur l'aspect, dans un aspect de produit qu'on utilise à toutes les sauces régulièrement. Alors qu'au Québec ou au Canada, on commence à peine à s'y pencher. Et puis là, ce qui est inquiétant, sincèrement, c'est tout ce qui est l'aspect CBD, donc légalisation. Il faut faire la différence entre un plant de marijuana qui va être où le plant va être gros comme mon bras et puis on va avoir une inflorescence qui est incroyable, où là, on va aller chercher des taux de THC assez élevés, mais des taux de CBD aussi élevés, alors que présentement, on cultive le chanvre commercial aussi pour le CBD, où on va avoir des rendements CBD beaucoup plus faibles. Et puis, je vous dirais que de ce que je connais, c'est pas au Québec qu'on a les meilleurs rendements en termes de taux de CBD. Le CBD, au niveau du plant, je vous dirais, on a des rendements supérieurs, en tout cas du côté américain, où là, on est à 18-19% de CBD, alors qu'au Québec, généralement, les tests qui ont été faits, c'est 3, 4, 5, 6% maximum. Donc, on n'est pas en mesure de compétitionner cet aspect-là. C'est pour ça que c'est important de se consacrer, à mon point de vue, sur la paille, sur le volet alimentaire, où on pourrait développer des centaines de produits. Tranquillement, on le voit arriver. Mais je dirais que le volet alimentaire est un peu en compétition avec l'aspect paille, parce que généralement, on va avoir des plants qui ne donneront pas beaucoup de matières premières pour tout ce qui est le marché de la paille. Excusez-moi, la différence de valeur de CBD que vous avez entre les États d'Amérique et ici, oui. Est-ce que c'est dû à quoi? L'ensoleillement, au sol? C'est dû au fait qu'on travaille toujours la génétique pour être en mesure d'augmenter le facteur qu'on veut augmenter. Donc, si on travaille la génétique du chanvre industriel pour augmenter sa teneur en CBD en faisant des croisements, à ce moment-là, on va y arriver. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'au Canada, on est régi par Santé Canada, et puis, avant d'arriver à faire ça, il faut être capable, il faut faire des tests pendant plusieurs années. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, je vous dirais que les cultivars utilisés aux États-Unis ne sont pas utilisés ou pas utilisables au Canada. Donc, quand on arrive à modifier la plante comme ça, puis aller chercher, je vous dirais, un produit bien précis, ben, je vous dirais qu'il y a des pays qui vont être plus ouverts que d'autres. Je vous dirais qu'au Canada, c'est tellement législatif, c'est tellement régi qu'on ne peut pas se permettre de suivre la cadence des autres pays avec lesquels eux ont, je dirais, carte blanche pour jouer sur ces critères-là. Donc, c'est pour ça qu'en étant plus limité, il faut pas se lancer, il faut pas voir cette filière-là à court terme, il faut la voir à long terme, parce que si on essaie de faire des sous sur 3, 4, 5 ans, je vous dirais que dans 5 ans, il n'y a plus personne qui va cultiver du chanvre. Donc, l'idée, c'est de pas nécessairement rivaliser là où on n'est pas adapté à pouvoir rivaliser. Donc, la prochaine diapositive, c'est l'usine qui est en place à Asbestos, donc l'usine de nappage. Donc, on voit, c'est pas une très grosse usine, c'est 12 000 pieds carrés, une capacité de production d'à peu près 10 millions de pieds carrés annuellement sur un quart de travail. Il y a possibilité d'augmenter avec un deuxième quart de travail. Présentement, les besoins ne sont pas là. Donc, l'idée, c'est de mettre la fibre qu'on récolte. Une partie de notre fibre vient de la France, une partie vient du Québec. Donc, l'idée, c'est que d'ici 2020, on soit parfaitement autonome en matière première. Donc,
toute la fibre utilisée provienne soit du Québec ou du Canada. L'idée, c'est de travailler très, très fort avec des partenaires à ce niveau-là. Donc, ça, c'était une photo, finalement, qui était prise très proche du four. Donc, pour vous montrer, l'idée, c'est d'en faire un matelas. Et puis, par la suite, on vient, avec des lames, on vient couper l'isolant dans des dimensions standards, donc 16 pouces, 24 pouces. Et puis, on fait des produits qui font d'un demi-pouce d'épaisseur jusqu'à 7,5 pouces d'épaisseur. Tranquillement, il y a des marchés qui se développent avec le chanvre, comme par exemple au niveau tout ce qui est matelas. Donc on a une entreprise présentement qui fabrique des matelas avec de fines couches d'isolant. On a aussi des gens qui travaillent sur différents projets, comme par exemple tout ce qui est good food. Donc quand les gens jettent, on voit que présentement c'est des marchés qui sont en explosion, donc des gens qui achètent de la nourriture et puis la font venir directement chez eux. Généralement, c'est dans du styrofoam. Donc, on travaille sur différents aspects pour être en mesure d'offrir aux gens des produits qui seront biodégradables et puis de faire en sorte, à la limite, qu'on puisse en faire une deuxième, une troisième utilisation. Donc, présentement, les produits qu'on a chez Naturfibre, on a l'isolant, on a le feutre, on fabrique aussi un feutre qui est 100% chanvre, donc qui peut être utilisé pour les sous-tapis, sous-planchers. Donc, quand les gens mettent un plancher de bois franc, de mettre un feutre de chanvre, ça vient atténuer les sons d'impact. Et puis, tranquillement, on commence à avoir de la demande aussi pour tout ce qui est horticulture, comme par exemple dans des plantations de pommiers pour éviter qu'il y ait de la mauvaise herbe un peu partout. Donc, ce sont des marchés tranquillement qui se développent. Et puis, il y a le marché de la chènevotte où on arrive à faire du chanvre projeté. Malheureusement, j'ai pas d'exemple ici, mais on remplace dans le fond l'uréthane giclé par du chanvre projeté. Donc, c'est de la matière première végétale qu'on mélange avec de la chaux, donc du calcaire, et puis qu'on projette sur le mur. Et puis, les produits ont, je vous dirais, des caractéristiques très intéressantes. Oui? Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, grâce à la particule de chanvre, oui, on vient d'éliminer ce qu'on appelle la toxicité de tous les produits isolants qui injectent. Les gars sont habillés en cosmonaute avec un casque. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est des gens qui se rendent pas compte. Ils disent, bon, là, c'est décoloré. C'est pour un temps, c'est carrément un tube à couchin dans l'envie. Fait que ça, dans le fond, ça ouvre la porte à une option de maison saine. Oui, je vous dirais que ça... Maison saine, mais aussi, il faut comprendre que c'est comme c'est du végétal. Donc, on est capable d'avoir des maisons qui vont avoir un bilan carbone qui soit neutre ou négatif. Alors qu'aujourd'hui, on ne fait que construire, puis on a des bilans qui sont que positifs parce que de l'extraction de la matière première, par exemple, si on prend de la laine de verre, aller jusqu'à son analyse de fin de vie, jusqu'au site d'enfouissement, on a qu'émis de l'énergie pour dépenser, pour fabriquer le produit. Alors qu'avec le chanvre ou le bois, par exemple, en poussant, le chanvre va stocker du CO2, puis à ce moment-là, ce CO2-là va venir compenser pour tout l'aspect mécanique qu'il va y avoir au niveau transformation. Donc, quand on regarde le bilan carbone de la chènevotte, par exemple, c'est un bilan carbone qui est négatif. Donc, si on construit avec la chènevotte, on a un impact qui est négatif. Donc, on peut se permettre de polluer ou d'émettre du CO2 alors que notre chènevotte en a capté plus qu'elle en a émise lors de sa transformation. Oui. Est-ce que vous êtes compétitif pour une personne qui pourrait effectivement utiliser cette fibre pour insonoriser son plancher ou pour son horticulture, etc. Est-ce que vous êtes compétitif par rapport à ce qui existe aujourd'hui qui vient finalement d'une énergie fossile? Je vous dirais que oui, mais il faut comprendre une chose, c'est que je dis toujours aux gens, puis je pose la question, est-ce que vous êtes capable de me nommer un isolant qu'on fabrique au Québec qui n'est pas issu de matière post-consommation? Donc, tous les isolants qu'on retrouve en quincaillerie sont des résidus. Il n'y en a aucun où on part avec de la matière première brute et puis il y en a un qui se démarque un peu, c'est le styrofoam. Mais tous les autres produits sont issus de matière première recyclée. Donc, il faut comprendre que le coût de la matière première, il est très bas. Mais quand on regarde le coût d'un produit comme celui-là, puis je vais y revenir dans les autres diapos, mais je vous dirais que même si on le payait encore moitié moins cher,
le fait de le mettre dans la maison n'est pas un bon investissement parce que le produit n'est pas durable. Donc, je vais y revenir tantôt. Il y a un petit volet aux matériaux. Puis je vais bien vous expliquer toutes les caractéristiques techniques qui sont en relation avec ça. Oui? Comparé à zéro avec styrofoam dans la pousse, c'est quoi le R facteur et pour le fût? Oui. Ben, écoutez, je vais garder votre question parce que je vais pouvoir y répondre un peu plus tard, mais je vous dirais que puis je vais le démystifier tout ça parce que aujourd'hui on met l'emphase surtout que sur le facteur R. On met l'emphase aussi beaucoup sur le feu. Et moi, je pose toujours la même question aux gens. Est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est malade ou qui a un cancer quelconque? Et puis, je pose aussi la question aux gens, est-ce que vous connaissez quelqu'un chez qui sa maison a passé au feu, puis parce qu'il y avait de la roxule, la maison n'a pas brûlé? Je dirais que c'est du greenwashing, sachant que la laine de roche est un produit qui est cancérigène de type 3. Il a été rétrogradé, il était de type 2 en Europe. Le lobby le fait baisser à type 3. Donc, quand vous manipulez des produits qui sont d'ordre minéral, ce sont des produits extrêmement dangereux à manipuler, de même d'ordre, si on veut, que l'amiante. Donc, la maladie qu'on contracte lorsqu'on travaille avec l'amiante, c'est l'amiantose. Et puis, quand vous travaillez avec tous les produits à base de fibres minérales, c'est la silicose. Donc, ce sont deux maladies qui sont interreliées, avec lesquelles, tranquillement, quand on regarde dans le marché de la construction, par exemple, les gens qui travaillent surtout avec les produits d'ordre minéral, qui se protègent pas, c'est une haute cause de maladie, sachant que les gens sont exposés à ces fibres-là, qui vont rentrer dans les poumons et qui ne peuvent pas en ressortir. Donc, elles vont créer des problèmes au niveau des poumons et puis faire en sorte que les gens vont développer tranquillement la silicose. Donc, vous allez voir, je vais y revenir tantôt aussi par rapport au facteur R, par rapport au feu, pour essayer un peu de démystifier tout cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, je vous dirais que les multinationales essaient de nous faire peur, mais il n'y a pas de crainte à y avoir.